Toi tu brilles, mon frère. Toi tu brilles, ma soeur. Toi tu brilles, personne ne peut te stopper, personne ne peut te bloquer, rien ne doit te choquer. Tu es le fils d'un roi. Tu brilles comme des millions d'étoiles. 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 Bonjour Magali. Bonjour. Très content de t'avoir sur le plateau d'Influence. Moi aussi. Merci d'avoir dit oui à l'invitation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais en introduction que tu me donnes 2 mots qui, selon toi, te définissent efficacement. Alors, je dirais discipliné. D'accord. Très. Et rebelle. D'accord. J'aime bien le contraste entre les mots discipliné, mais en même temps rebelle. Pourquoi discipliné? Pourquoi rebelle? Je suis disciplinée parce que je suis quelqu'un de très organisé à la fois dans ma tête et dans mon fonctionnement. Et d'ailleurs, c'est très pénible pour les gens qui travaillent avec moi. D'accord. Parce que je suis à la limite près, il faut la ligne après, il faut que ça soit bien clair, bien noté, bien écrit. Il faut quand je regarde un document que mon assistant m'envoie, il faut que je vois toutes les lignes tout de suite, il ne faut pas que j'ai des ratures, etc. D'accord. Et donc au détail près, donc, je suis très disciplinée. D'accord. Donc à la fois je suis disciplinée dans mon travail, mais aussi dans mon mode de vie. D'accord. Un exemple, c'est que lorsque par exemple j'ai envoyé à ma mère le montant que je dois lui donner à la date et que 10 jours plus tard elle me dit là j'ai eu un couac, il faut que tu me rajoutes, je dis non c'est pas possible, c'était pas dans mon budget. D'accord. Donc c'est très rigide. C'est très, c'est pour se dire à quel point je suis très disciplinée. D'accord. Et ensuite rebelle parce que je ne fais pas de suivisme. Okay. J'ai mes idées, j'ai mes conceptions et c'est très difficile de m'influencer. C'est très difficile de m'imposer des idées. Si dans ma tête, l'idée qu'on me donne, comme la société même m'impose une idée, je ne vais pas la prendre parce que je vais aller à contre-courant. Et c'est rebelle dans ce sens où je vais toujours aller à contre-courant des idées conçues. Et ça va même du travail que je fais, etc. Donc je suis rebelle déjà dans cet aspect-là. D'accord, super. Bon. Beaucoup de personnes qui te suivent pensent te connaître. D'autres, de loin aussi, pensent te connaître sans vraiment te connaître. Moi, j'aimerais bien qu'on aide tout le monde à te découvrir véritablement. Donc, selon toi, qui est Magali Palmira Oura? Quelle est ton histoire? Alors, moi, je me définirais déjà comme une grosse introvertie. D'accord. C'est-à-dire que je ne suis pas extravertie. Même si je travaille dans un domaine qui est très extraverti, je suis extrêmement introvertie. Je n'aime pas qu'on rentre dans mon univers sans autorisation. C'est-à-dire que j'ai une grande sélection de mes amis. J'ai très peu d'amis. J'ai très peu de personnes qui ont le droit de m'appeler quand ils veulent, comme ils veulent, etc. Et donc ça, c'est déjà moi. Je suis introvertie. Personne ne rentre sans y être invité. Que tu sois à l'église ou au boulot ou quoi que ce soit, tu ne rentres pas si je ne t'ai pas invité. Et donc ça, c'est déjà moi. Et ensuite, beaucoup de gens pensent que je suis née avec une cuillère dans la bouche, que je suis riche, je parle très bien français, donc j'ai fait de longues études en Europe. Et non, j'ai tout fait mon parcours scolaire et secondaire, je l'ai fait au Gabon. Par contre, mon père est franco-gabonais. Et donc, j'ai eu cette petite influence française sans avoir vécu. Mais c'est marrant, mais je suis une fille d'Akébé. Quand je dis je suis une fille d'Akébé, c'est que j'ai grandi, c'est vrai, j'ai eu mes années à Akébé, au marché d'Akébé. Et ensuite, j'ai vécu dans ce qu'on appelle le Mapan. Donc, ça ne se reflète pas dans ce que je suis aujourd'hui, mais j'ai toujours vécu dans le Mapan. Sauf que, comme j'ai dit, je ne suis pas très influençable, je ne me rentre pas dans les moules. Et donc, j'ai grandi dans les Akébé. Je me suis faite dans ces quartiers durs. Quand il y a eu la crise en 1990, etc. Donc, je vivais dans ce quartier-là. Je voyais les gens descendre avec les kilos de riz, etc., braquer tous les magasins. Ça, je l'ai vécu. Et très vite, ma mère s'est dit il faut que je la mette dans un bon cadre. Parce que ma mère
depuis que je suis née, ne travaille pas. Okay. Donc, j'ai jamais connu ma mère aller au boulot comme tout le monde. D'accord. Et donc, elle était SDF, si je peux dire ça ainsi. D'accord. Elle allait de parent en parent. Et j'étais le kilo qu'elle emmenait ou le poids qu'elle emmenait quand elle allait... elle vivait. Donc, j'ai vécu de temps en temps en oncle, de temps en temps en oncle, de X. Et moi, je ne connais pas... c'est maintenant que je le connais parce que maintenant ma mère vit mieux. Mais je ne connais pas le fait de vivre dans une maison avec père, mère, frères et sœurs de manière fixe, permanente, du début jusqu'à la fin. C'est toujours... on a eu un temps comme ça, mais dans ma jeunesse, jusqu'à très loin, je vivais d'une tante là-bas, une tante ici, une tante là-bas. Et puis à un moment, j'ai eu plein d'événements malheureux. Ma mère a décidé stop et elle m'a mis à l'internat des sœurs... de Sainte-Marie. Okay. Et donc, pour moi, c'est là où j'ai commencé à avoir un endroit fixe. Parce que chaque année scolaire, je revenais à l'internat, je connaissais ma place à l'internat, mon lit est là, etc. Okay. Donc, à ce moment-là, ça a été très fixe pour moi de connaître où j'allais vivre tout le temps et avoir aussi un repère. Donc, le repère de l'église catholique, le repère d'aller tous les dimanches à l'église, etc. Et donc ça, c'est moi en fait, j'ai vécu de là. Et quand j'ai eu le bac, j'étais censée aller faire les études en France. Mon dossier a disparu au bourse et stage. Okay. Mon père a dit non, tu sais, c'est trop compliqué, la vie en France, je ne pourrais pas te gérer, nanana. Et donc, je ne suis pas allée faire d'études supérieures. Et quand je n'ai pas fait d'études supérieures, j'étais là, what am I supposed to do? Et j'ai commencé à travailler dans un cyber, à donner les tickets, à surveiller les connexions, etc. Et entre-temps, j'avais fait quelques années à Radio Émergence. Okay. Et j'avais NGT, le rappeur, qui était venu me demander d'être manager. Donc, je faisais un peu les deux. J'étais manager et j'étais au cybercafé en espérant pouvoir avoir une option pour pouvoir aller faire les études que je voulais faire. D'accord. Les études que je voulais faire, c'était je voulais devenir interprète de conférence. Parce que j'étais au lycée Mba, j'avais fait anglais, allemand, italien. Et pour moi, c'était le must. Il fallait que je travaille dedans. Donc, j'ai pas pu aller faire mes études. J'ai pas pu avoir de bourse. La musique m'a appelée et je suis rentrée dedans. Donc, si je peux dire, c'est la musique qui m'a sauvée. Okay. En dehors de Dieu, c'est la musique qui m'a sauvée parce que quand je suis rentrée dedans, je n'ai fait qu'enchaîner jusqu'à ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc, là, avec toi, je partage ça parce qu'effectivement, tu as dit quelque chose, c'est que les gens pensent me connaître, alors qu'en fait, ils ne connaissent qu'un tout petit pan de ma vie. Yeah. Et donc là, je leur permets de connaître qui je suis en réalité. Beaucoup de gens pensent que je suis bourge, que je vis dans les beaux quartiers, mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Je vis dans les beaux quartiers parce que j'ai travaillé dans la musique et j'ai les résultats aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ma mère vit dans un merveilleux endroit aujourd'hui, dans sa propre maison, et je commence à connaître le fait qu'on est tous rassemblés dans une même maison, tu vois, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je n'ai pas pu faire les études. Les gens me disent, tu parles très bien, oh, this is good, et tout ça, tu parles anglais, tu parles en anglais et tout. Voilà, mais j'ai pas fait d'études pour ça, j'ai pas fait d'études supérieures pour ça, j'ai pas eu les opportunités. Ce que je suis aujourd'hui, c'est moi qui, avec la grâce de Dieu, qui ai permis d'avoir ce résultat-là. D'accord. Tu as parlé justement d'un parcours qui était assez difficile et que tu t'es retrouvé dans la musique, du moins la musique t'a sorti de la difficulté qui était la tienne à l'époque. Donc, est-ce que ça s'est fait seulement par, et tu as cité NGT, est-ce que ça s'est fait par lui ou d'autres? Quelles étaient tes aspirations à l'époque en termes de vie? Aujourd'hui, quelles sont tes aspirations? Parce que là, je sais qu'on parle du passé, mais ce cheminement pour moi est important parce que ça permet qu'on sache comment tu es arrivé où tu es aujourd'hui, tu vois. Et donc ma question c'est comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le domaine musical dans lequel tu interviens aujourd'hui? En fait, on pourrait dire que j'aimerais dire que oui, c'est quelque chose que je kiffais et que je voulais tellement y être. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a des gens qui disent je voulais être mannequin et puis à la fin ils deviennent mannequin ou acteur. Bah non, je voulais pas travailler dans la musique. D'accord. C'est comme j'ai dit, moi je voulais faire les langues. Okay. C'est-à-dire que ça c'était mon rêve.
Par contre, ce que je ne savais pas et que j'ai appris avec le temps, c'est que j'aimais la musique apparemment, même quand j'étais petite. Ma mère me dit que quand elle avait les vinyles et qu'elle mettait un Billy Abel, je faisais le karaoké de Billy Abel. Donc ça, je ne le savais pas. Okay. Et du coup, quand j'ai commencé à mettre dedans, elle disait « Ah, ma fille, elle aime les trucs comme ça depuis et tout ça. » Et donc ça, je ne savais pas que j'aimais, que je faisais ça depuis. Mais ça n'a jamais été mon désir de devenir musicienne, travailler dedans. Et ensuite, même quand je suis allée à Émergence pour travailler, les gens m'ont dit « Mais pourquoi tu es technicienne? Pourquoi tu n'es pas derrière un micro ?» Je dis « Mais moi, j'aime pas le micro. » Moi, ça me plaisait de pousser les boutons, de mettre la musique pour les gens, mais de rester dans l'ombre, pour moi, c'était le must. Et donc, je n'ai jamais voulu être manager. Et même quand NGT est venu me voir, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Bon, ça a l'air intéressant. Je suis rentrée pas pour les strass et les paillettes, mais juste parce que quelqu'un me demandait un service. Et je suis restée non pas toujours pour les strass et les paillettes, c'est juste parce que j'avais le sentiment, les gens me donnaient le sentiment que j'étais bonne dans ça. Que je savais bien gérer les carrières, que je comprenais bien là où ils voulaient aller, que je comprenais leur nature artistique. Donc, j'avoue que même quand je monte la boîte, ma boîte en 2006, parce que après NGT, j'enchaîne Mauvaise Haleine et Zorban Productions. Après Zorban Productions, je fais Nanette. Nanette, et on a le prix découverte RFI, on a les Cora. Et à ce moment, quelqu'un me dit, donc l'auditeur me dit, tu sais, tu devrais monter ta boîte parce que tu as l'air sérieuse dedans et tout ça. Et bien, mais je me dis, ah ouais, ok, pourquoi pas. Donc, je monte ma boîte en 2006, je fais ce que j'ai à faire, sauf que je monte une boîte dans un univers qui n'est pas préparé pour ça ou qui ne reconnaît pas que c'est un vrai travail. Donc, j'ai quelques projets qui marchent, mais j'en ai d'autres qui ne marchent pas du tout. Je rentre dans une, si j'appelle ça une dépression, où je me dis, est-ce que je suis dans le bon métier? Et à ce moment-là, je me dis, ok, je vais essayer d'aller faire ce que je peux faire. Entre-temps, j'ai cette petite parenthèse où je vais à l'école de secrétariat. Et ils font des assistantes en communication. Donc, je me dis peut-être que ça peut être mon truc. Et donc, je fais une année. Sauf que la deuxième année, je l'arrête en milieu de parcours. Parce que justement, je vais avec Nanette au prix découverte RFI. Quand je reviens, je vais au prix découverte RFI au Sénégal. Quand je reviens, my mind has changed. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me dire, je peux continuer à l'école. Je vais à l'école, mais ma tête n'est plus là. Donc, je dis, c'est fini, je laisse tomber. Et vraiment, je laisse tomber. Ma mère dit, mais c'est pas possible, c'est un vrai truc que tu fais. Mes frères disent, il faut vraiment que tu aies un vrai job, tu vois. Et je commence vraiment les locks. Mon frère dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Et donc, il y a même des disputes, genre, Magali doit couper les cheveux, ma mère dit, laissez-la, c'est sa crise et tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est une phase où je me découvre, où je monte ma boîte, je fais des trucs. Mais comme j'arrive pas à me maintenir, je commence à me dire, il faut que j'arrête. Il faut que je remette dans un vrai boulot, parce que tout le monde me convainc presque que je suis dans un vrai boulot, que je dois aller dans un vrai boulot, et je vais déposer, et je suis à 2 doigts d'être embauchée dans une boîte pour faire de la communication. Sauf que Dieu faisant bien les choses, on ne m'appelle pas. Je dis bien vraiment Dieu faisant, on ne m'appelle pas. Je me dis, mais c'est pas possible. You know, what is this? Et je suis complètement à la ramasse, j'ai pas de job. On m'appelle pour faire le Gabba Hip Hop, et je vais travailler dessus, et je rentre à l'église. Quand je dis je rentre à l'église, c'est pas que j'y étais pas avant. Mais avant, j'étais super catholique, chapelet, machin truc. J'étais tout dans le package catholique. Mais là, je rentre à l'église protestante, enfin éveillée. Et donc, on m'invite à CRN en Godjet. J'y vais, je trouve que c'est pas mal, c'est cool. La musique, mais ils chantent bien. Les instruments, oh yes. Tu vois? Et donc, je trouve ça pas mal. Mais je reviens pas. Je vais dans une autre église, on me balade là-bas un temps et tout ça. Mais quand je retrouve cette phase-là qui ne marche pas, alors Karlam m'invite encore à l'église. Et là, il m'invite à plein ciel. Donc, comment je m'en vais toujours dans cette même église? Donc, je repars à plein ciel pour un concert, c'est trop bien, la musique, oh, this is good. Et puis, bon, tu vois, il a tiré l'hameçon. Il dit, tu peux venir dimanche? Je dis, bof, on va voir. Et donc, le dimanche, je viens quand même, la même chose, la musique est toujours waouh, les instruments, les gens chantent bien. Je me dis, mais quelle église où on chante bien? C'était la musique qui m'a attrapée. Hein. C'est pas la prédication, c'est pas les gens qui étaient bien habillés, c'est de la musique, tu vois. Et je me dis, pourquoi pas? Je reviens 2, 3 fois, tu vois. Et là, ça commence, en fait, je commence à avoir un endroit où je kiffe la musique. Pas forcément le message, je kiffe la musique, ça m'appelle, ça me met bien, pourquoi pas. Et un matin, alors je te dis un matin, moi je viens au culte, l'introverti, je veux pas qu'on me dérange.
Parce que l'introvertie, quand elle vient à l'église, elle ne veut pas saluer les gens. Donc, tu sais, les trucs où tu dis « salut ton voisin », moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas ça. D'accord, c'est bon à savoir, je saurais. Salut ton voisin, tout le monde sauf Magali, non. Bon. Genre, donc, salut ton voisin. Ah, donc, et là, l'introvertie qui ne veut pas du tout qu'on la voie, Pasteur Nadia est sur l'estrade et elle dit « toi, viens ici ». Je me dis, c'est pas moi. Non, toi, what? Devant les gens, tu m'appelles. Et donc, moi, j'ai ça dans ma tête. Je me dis, je veux pas qu'on m'appelle devant les gens. On va me faire tomber et tout ça. Non, il est tombé là. Non, I don't like it. Et puis, elle m'appelle, elle me dit, je t'ai vu dans la nuit dans mon sommeil. Hein? Genre, j'étais comme Nicky Larson. J'avais les voix dans la tête, genre, c'est possible, genre. La goutte qui tombe, genre, what? Tout le monde est là, tout le monde me regarde. Et je me dis, là, elle va lâcher un truc bizarre, j'aurai honte devant tout le monde et tout. Et donc, elle me dit, mets-toi à genoux. Elle demande de l'huile d'onction. Là, je me dis, ah, c'est sérieux, ça prend une nouvelle tournure, je vais tomber et tout. Et donc, elle me verse l'huile d'onction et elle me dit, voilà, on verse l'huile sur les rois et donc sur les reines. Et vraiment, je verse pour tes activités de musique, etc. Je déclare que tu seras une reine de l'entertainment, qu'on va t'appeler et tout. Elle dit plein de choses. Bon, dans ma tête, je sais ce qu'elle a dit. Mon esprit sait ce qu'elle a dit. Mais sur le coup, je dis, wow, la tête commence à tourner. Et elle dit plein de choses impactantes. Les gens vont me chercher, etc. Et puis, elle commence à prier pour moi. Et bien sûr, je tombe. Et puis, elle envoie je commence à tomber une fois, deux fois. Je me dis, c'est bon, j'ai plus envie de tomber. Tout le monde me regarde et tout. Elle dit, non, c'est pas fini ton cas. Elle m'a lavé au sol, elle a poussière, tout ce qu'on veut. Et là, je me dis, oh, peut-être ce que je fais est sérieux. Et là, je mesure que, ouais, peut-être que je suis sur la bonne voie. Et là, je crois en moi, pas forcément en Dieu totalement, mais je crois quand même en moi. Et que ce que je suis en train de faire, pour moi, là, c'est important. Okay. Et c'est vrai que pour arriver jusque-là, ça n'a pas eu les résultats, mais cette parole, elle m'a maintenue. Elle m'a conduit dans les moments où je n'avais pas de marché. Elle m'a conduit dans les moments où, pour moi, ce n'était pas aisé. Elle m'a conduit aussi dans les challenges, c'est-à-dire que quand elle a prié, elle a ouvert une porte sur l'Afrique du Sud. J'ai dû parler en anglais, alors qu'en fait, je l'avais appris à l'école, je l'avais appris à l'écrit. Je n'avais pas appris à pratiquer. Donc, à partir de ce moment-là, je peux dire que c'est devenu important pour moi. Est-ce que j'ai mesuré tout l'impact? Non, c'est juste devenu important. Je n'ai pas mesuré l'impact que j'aurais pu avoir. Ça, je l'ai mesuré après. Mais à ce moment-là, je peux dire que c'est devenu important et je me suis dit, OK, je vais rester dedans. Je vais arrêter d'aller chercher du boulot ailleurs. J'avais l'idée de couper les cheveux et j'ai dit, non, c'est bon, je vais rester dedans. OK, super. Déjà, j'ai beaucoup aimé comment tu as parlé de toi et comment tu t'es présenté. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens, et je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu as dites, c'est la première fois que tu les as dites. Ouais. Sur un plateau, dans un cadre d'une interview. Ouais. Tu as fait référence à Dieu et c'est avec ce point que tu as terminé. Bon, l'impact que Dieu a eu, du moins que l'Église, Dieu a eu sur ta carrière. Okay? Donc, est-ce que ta spiritualité affecte d'autres domaines que ta carrière? Ça veut dire, est-ce que ta relation avec Dieu aujourd'hui a pris de l'ampleur? Parce que clairement, tu as indiqué que c'était bon, c'était pas que tu savais, que tu maîtrisais pas tout par rapport à Dieu, mais tu savais que c'était important et tu savais que il fallait que tu restes sur ce que tu avais commencé à faire. Donc il y a eu un impact clair par rapport à la relation avec le divin. Donc est-ce que ta spiritualité aujourd'hui affecte d'autres domaines de ta vie? Est-ce que ça... En fait, quelle est la place de la spiritualité dans ta vie? Je vais poser la question. Alors, je dirais 90%. Ok. Parce que, et c'est très difficile pour les gens, parce qu'il y a des décisions que je ne prends pas. Il y a des artistes que je refuse de travailler parce que ça ne fait pas partie de ma foi. D'accord. Je peux aimer un artiste, il y en a un que j'aime bien, il est dans un truc mode vaudou, truc, nanana. Et il voulait qu'on travaille, je lui ai dit, c'est un artiste talentueux. Sauf que tu crois en des choses pour lesquelles je ne crois pas. D'accord. Et donc je ne peux pas travailler avec quelqu'un où mes valeurs, they are checking everybody. Ok. And myself too. Okay. Et c'est la même chose pour des rappeurs comme Chris ou Rod Sang. J'aime bien ce qu'ils font, tu vois, mais pour moi, qui suis chrétienne, je ne crois pas au Witty. D'accord. Donc, je respecte leur foi,
je respecte même tout ce qu'ils font, sauf que je ne peux pas me mettre dedans. Parce que ça va être à contre-courant de ce en quoi je crois. Donc il y a des choix comme ça où je ne choisis pas des artistes. Il y a des projets où je ne rentre pas parce que ma foi ne se retrouve pas dedans. Donc ma spiritualité a un impact. Il y a même des fois, on peut m'appeler pour me demander un booking ou une décision ou un tournage et je dis ok, j'arrive et je vais prier d'abord. Il faut que ça vienne. Il faut que ça monte du Saint-Esprit ou de moi à l'intérieur pour dire ok, tu y vas parce que ça va avoir Il y a des interviews que je refuse parce que je me dis je ne vois pas en quoi Dieu va être glorifié par exemple. Ouvertement ou pas. Donc je refuse. Et donc la majorité de mes choix de vie, de fonctionnement sont dictés par Dieu. Pour les gens, c'est aussi difficile que comme moi, je travaille dans la musique et je travaille dedans. Mais je donne un exemple, quand je vais en boîte de nuit, parce que je suis obligée d'aller en boîte de nuit. Je comprends bien. Quand je vais en boîte de nuit, je prie avant d'aller en boîte de nuit. Quand je suis assise et que j'écoute la musique, je prie en langue à l'intérieur de moi. Je suis obligée d'aller en boîte de nuit pour savoir quelles sont les tendances musicales. Parce que dans mon travail, en réalité, je choisis qui doit être diffusé ou pas. Je choisis qui doit être numéro 1 ou pas. Comment je peux choisir qui doit être numéro 1 ou pas si je ne suis pas en train d'écouter ce qu'ils font? Par contre, je le choisis en fonction de est-ce que la musique qu'ils donnent va détruire une vie ou pas? Tu vois, il y a par exemple une chanson de Donzer où moi je me suis ouvertement opposée parce que pour moi, ça avait une connotation destructive sur les jeunes. Et donc pour moi, je ne peux pas pousser ça. Je vais peut-être avoir tendance à pousser quelqu'un qui pour moi va peut-être construire quelque chose. Donc oui, la spiritualité, Dieu a une grande place dans mes choix, dans ma vie, dans mon fonctionnement. D'accord, donc je comprends très bien qu'aujourd'hui, ta relation avec Dieu affecte tous les domaines de ta vie. Ça a un impact majeur au-delà de ta carrière. C'est ce qui justifie que tu fais les choix que tu fais. D'accord. Autour du succès, de mon point de vue, il y a toujours de la souffrance. Que ce soit à côté, derrière, devant, en tout cas, il y a toujours de la souffrance. Et je crois que comme plusieurs, sinon peut-être plus que d'autres, tu as eu ton lot de souffrance. Ma question, c'est comment as-tu géré ces moments difficiles dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a permis de ne pas te laisser abattre? Est-ce que tu pourrais me donner un exemple personnel? Alors, comme je l'ai dit au début de l'interview, c'est que moi, je n'ai pas eu toujours une vie facile. Donc, j'y suis passée par énormément de souffrances à plusieurs étapes de ma vie. Par contre, la souffrance à laquelle je n'étais pas préparée, c'est une souffrance mentale du fait d'être exposée sur les réseaux sociaux. Parce que, comme je l'ai dit, je suis une introvertie. Donc, je suis extrêmement discrète sur ma vie, sur mes ratés, sur mes relations et tout ça. Et un matin, je me suis retrouvée, bim, projetée sur les réseaux sociaux, sur des faits qui n'étaient pas les miens, que je n'avais pas, je ne m'étais pas filmée. Parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, beaucoup de gens pensaient que je m'étais filmée, je m'étais mise en scène, etc. Je ne m'étais pas filmée. Ce qui a été diffusé hors contexte, j'insiste toujours pour dire c'est hors contexte, ça impliquait des gens qui pour moi, enfin en tout cas une personne qui pour moi est un proche, qui a pas forcément eu un comportement apprécié de tous, mais que j'ai choisi de défendre. Et le fait d'avoir choisi de défendre cette personne, my goodness, c'est-à-dire que j'ai pris une claque comme ça, d'être allée à l'encontre de ce que les gens voulaient que je fasse. Et ça, déjà, j'ai compris que quand on est public, beaucoup de gens veulent vous imposer la façon dont ils voient les choses. Ils ne cherchent pas à savoir déjà quelle est votre version, mais aussi quel est votre point de vue et comment vous préférez aborder la situation. Chacun vient vous dicter comment vous devez vous comporter. Qu'est-ce que vous auriez dû dire? Comment vous auriez dû agir durant ce moment T. Donc, vous êtes presque noyé dans un flot de gens qui veulent vous mettre dans un moule de force. Pas que vous voulez être, mais de force, ils veulent vous dire c'est comme ça que vous devez réagir face à la situation. Et donc, déjà, j'ai dû affronter ça, de me dire mais c'est quoi ce truc? Comme j'ai dit, je suis quelqu'un de discrète. Moi, je veux toujours être regardée en fonction de mon travail, pas en fonction de ma vie privée, de ma famille, de mes foutons, sinon j'aime pas. Et donc, du coup, les gens ont mis un projecteur sur ma vie privée, hors travail. Donc déjà, ça m'a choquée. Et
ça n'a l'air de rien, mais je dors avec 4000 followers et je me lève avec 10 000 d'un coup, presque 15 000 insultes en commentaire. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Yeah. Tu vois, et là, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un choc mental. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre aurait pété les plombs. Tu vois, donc, c'est un choc mental. Je me dis, mais c'est pas possible. Je fais intervenir mes assistants qui nettoient les commentaires. C'est-à-dire que j'ai reçu des insultes dans les messages. On a tout fermé sur la page, les commentaires, les messages. On a tout fermé. C'est déjà tout fermé. La chance, c'est que mon WhatsApp, il n'est pas connu, il n'est pas public. Donc, j'ai pas eu vraiment des gens qui ont pu me joindre sur mon WhatsApp. Mais partout où je pouvais être accessible sur les réseaux sociaux, j'ai été attaquée, littéralement, literally. Et donc, ça m'a choquée. Et sur le coup, moi, je suis quelqu'un, c'est-à-dire qu'on peut me gifler tout de suite. Je ne réagis pas. Par contre, la gifle, je la ressens après. Et je m'énerve après parfois, ou je réagis. Donc, sur le coup, j'étais like, what is this? Et je me rappelle que j'ai parlé avec toi, je t'ai appelé pour te dire, il y a un truc qui se passe sur les réseaux sociaux. Déjà, il ne faut pas que tu crois. Et puis, je ne sais pas, mais je te préviens quand même. Je me rappelle que c'était un truc qu'on s'est dit, et tu m'as dit, je ne sais pas de quoi c'est. Yeah. Et je t'ai dit, c'est pas grave. Sauf que je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais il ne faut pas du tout croire. Et tu me connais. Et tu vois, et ce jour-là, on a parlé. Mais après, j'ai eu aussi ma mère qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça m'a vraiment fait peur. Parce que ma mère, elle est âgée. Les gens l'ont appelée. Tu vois, donc je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais en France, ma mère était au Gabon. Donc je l'ai vécu genre, mais comme une vraie catastrophe, comme un vrai tsunami. Sauf que les gens ne se sont pas rendus compte que je l'ai vécu comme un vrai tsunami. En 2 jours, j'ai perdu 3 kilos parce que je ne mangeais pas. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, mon frère qui est pasteur, enfin, j'en ai 2. Donc, l'un qui est pasteur, on avait déjà prévu que j'aille chez lui. Et il a dit, mais il faut vraiment que tu viennes à la maison. Et donc, je suis partie à Lille. Je suis restée. Tout le monde était là. On a bavardé. Ils ont tout fait pour me faire oublier ce qui se passait. Et un jour, je me suis assise sur un banc à l'extérieur du jardin et j'ai pleuré. Parce que je ne comprenais pas ce qui était arrivé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était une totale incompréhension de tout cet acharnement des gens qui t'insultent. En fait, les gens t'insultent pour ta propre vie. Yeah. C'est-à-dire que c'est choquant. Pourquoi vous m'insultez pour ma propre vie, pour mes propres erreurs ou pour les propres erreurs d'un ami? Pourquoi vous nous insultez? Tu vois, c'est-à-dire genre, what is this? Et sur le coup, j'ai laissé. J'ai prié, j'ai écouté les louanges. Il y a eu la période de j'ai envie de me suicider. Faut pas que je le cache, mais elle n'est pas venue tout de suite. Elle est venue après, plus tard. C'est-à-dire que j'ai essayé de refuser tout ce qui s'est passé. Je me suis dit, je continue. Je suis venue faire ma promo de mon livre. J'ai une tournée, donc j'ai continué. J'ai tout mis derrière. Sauf qu'il y a un moment où tous ces événements-là, ça te rattrape. Quand je suis rentrée au Gabon, j'ai vu l'impact de l'événement. Les gens me reconnaissaient en route. Les gens m'interpellaient. Quand je suis montée dans l'avion, tous les regards étaient braqués. C'était intenable. Et pour dire à quel point c'était intenable, c'est que je suis allée acheter des chaussures à la Défense, donc dans les trucs et tout. La vendeuse m'a reconnue. C'était pas possible. Donc du coup, comme elle m'a reconnue, je me suis dit, ok, je vais plus faire les courses à la Défense. Je vais aller ailleurs. Et donc, je suis allée dans un autre mall qui venait d'ouvrir un peu plus et tout. Mince, je tombe sur des Gabonaises qui me reconnaissent, qui me poursuivent presque dans le magasin. Pas pour m'insulter, mais pour me dire, oh bonjour Magali, bonjour. Alors que en fait, je suis une introvertie, donc quand je rentre dans un magasin, je ne veux pas qu'on sache que je suis rentrée. Et là, pour moi, c'est devenu... il y a quelque chose qui avait changé et qui était choquant. Comment on vit avec le fait que tu aimes être discret et que tout d'un coup, tu te retrouves exposé? Comment on vit avec ça? C'était pas facile. Je priais tout le temps, je disais, Seigneur, mais il faut vraiment que tu m'aides parce que là... C'est pas possible. Quand je suis rentrée au Gabon, c'était intenable. Quand j'arrive à l'église, quand je rentre à l'église au premier culte, je suis là et je vois tous les regards qui sont braqués. Ça se sent que tous les regards sont braqués. Et à un moment, quand l'évêque arrive et que je vais le voir, ça se sent que tout le monde se dit, oh, il la salue, elle, tu vois, genre. Et c'était pas facile. Tu vois, c'était vraiment pas facile. Ce qui m'a fait tenir, c'est de me dire, Dieu m'aime. Okay. J'aimerais expliquer qu'il y avait autre chose. J'ai jeûné, j'ai prié. Non, c'est juste Dieu m'aime. Parce que même au moment où je veux me suicider, où je prends les médicaments, il y a un truc qui me dit il faut d'abord que tu aies payé ta dîme. C'est-à-dire que
tu vas te suicider. Mais suicide-toi. C'est la dîme qui t'a Pourquoi sauvé. tu vas pas te... Tu vois ce que je veux dire? Mais l'idée d'aller juste payer ma dîme, parce que tu te dis, bon, je viens d'avoir un son d'argent comme ça. Ça n'a l'air de rien, c'est tout bête. Tu vois, mais je suis juste venue payer la dîme et ça a tout changé. Yeah. Tu vois, j'ai pleuré, l'église a prié pour moi, tu as prié pour moi. Ça a changé tout, tu vois. Et du coup, je me disais, c'était réglé. Sauf que 1 an plus tard, tu vois, 1 an après l'événement, je fais ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Parce que c'est à ce moment que je vis le truc. C'est-à-dire que je commence à... Déjà, on rentre en phase de confinement, tu vois. Les gens recommencent à quelqu'un prend une photo de moi, la remet hors contexte et tout. Les gens me réattaquent de nouveau. Et là, bim, là vraiment, le stress revient et là, je le vis mal. Je le vis très mal, je vais faire un post et je dis c'est bon, je vais porter plainte à tout le monde, je suis énervée contre la terre entière, je t'appelle, je te dis là c'est bon, je vais porter plainte à tout le monde, je suis en boule et tout. Et tu me dis oui, tu comprends, bah, j'aime bien quand je t'appelle parce que tu me dis oui, tu comprends. Et puis pour la première fois, on décide de faire un travail parce que pour la première fois, je vais aller chez un psy. Parce que là, ma tête, boum, là j'arrive plus à tout gérer. Je fais 24 heures sans me laver, c'est pour dire à quel point je suis en mode choc, tu vois. Et je le vis vraiment avec... et les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu le vis 1 an plus tard? Je dis, je ne peux pas t'expliquer. C'est juste que je le vis 1 an plus tard. Et je dois voir un psy. Et entre voir un psy et discuter avec mon pasteur, je choisis de discuter avec mon pasteur, tu vois. Et là, on fait un travail où tu me fais sortir des points, je vois les trucs. Mais la seule chose qui, toujours, même quand on discute, qui me maintient, c'est toujours le fait de me dire Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Et c'est ça qui me sauve en réalité. C'est juste la conscience que Dieu m'aime. Est-ce que je sois parfaite ou pas, et qu'il y a beaucoup de choses? Non, c'est juste He loves me, He loves me, He loves me. Et je pense que c'est juste ça qui m'a sauvée, qui m'a maintenue, qui m'a gardée en équilibre, c'est de me dire Dieu m'aime. Comment? What? I don't know. Mais c'est juste... Et je sais que ce n'est pas facile d'avoir cette conviction que Dieu m'aime. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne l'ont pas du tout. Mais ce qui m'a sauvée, c'est Dieu m'aime. C'est tout. Waouh. Bon, c'est vrai que toi et moi on se connaît, tu vois, vraiment. Mais le fait de réentendre et puis de l'entendre dans la séquence, comment tu décris les choses, je pense que c'est crucial. Parce que l'une des difficultés que j'ai très souvent, c'est que beaucoup de gens pensent que le succès n'a que de bons côtés. Tu vois, et ils voient des gens sur les réseaux sociaux, ils voient la partie succès et ils n'imaginent pas la souffrance qu'il y a derrière. Tu vois, c'est l'une des raisons justement pour lesquelles je t'ai posé la question. Parce que j'étais bien conscient qu'il fallait qu'on mette l'accent sur la partie douleur, la partie souffrance attachée à la réussite. On est à influence. Okay? Et lorsque toi tu entends le mot influence, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que toi tu te considères comme une influenceuse aujourd'hui, que ce soit au Gabon ou en Afrique, dans le domaine de la musique? Oui, mais juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est qu'effectivement les gens ils regardent l'extérieur et il y a beaucoup de peine. C'est-à-dire it's painful. C'est vraiment difficile d'être connu. J'ai dû fermer mon compte perso parce que j'en avais un. J'ai fermé mon compte perso. Je restais avec une page pour centraliser, parce que j'ai des admins dessus qui vérifient tout ce qui est dit, etc. Mais si je suis obligée de le faire, c'est parce qu'à un moment, tu te rends compte que tu n'es plus que la simple petite Magali qui va à l'église. Et tu commences à devenir une personnalité, que tes mots ont un impact. Donc, tu ne peux plus les utiliser n'importe comment. C'est vrai que ça m'oblige à sortir de mon confort. Ça m'oblige à ce que quand je rentre dans un magasin, je sois reconnue et que je doive, moi, à l'intérieur, accepter que je suis reconnue et que les gens, même pendant que je fais quelque chose où je ne veux pas être dérangée, me demandent de faire des photos. Ça m'oblige maintenant à avoir un autre comportement. Est-ce que j'adore ça? Non. Mais est-ce que j'ai décidé d'accepter ça ou de m'adapter? Oui. Parce que je me rends compte que j'ai un impact. Durant, tu sais, la crise ou la phase où j'ai eu un scandale sur ma vie, quelqu'un m'a écrit. Et ce message, ça m'a marqué. Je ne me rappelle plus de qui. Et la personne m'a dit, depuis hier, les gens vous insultent et ça me fait du mal. Je suis blessée par ça et je ne sors pas de ma chambre parce que j'ai de la peine pour vous. Je suis blessée à l'intérieur de moi parce qu'ils vous insultent et que je vous prends pour modèle. J'avais jamais eu ce message avant. Mais quand je l'ai eu, ce message, je me suis dit, waouh,
Donc, moi, je suis là, chilling my life, et je me dis, je n'impacte personne. Mais en fait, j'impacte des gens et les gens souffrent même de ma souffrance. Okay. Et du coup, ça fait comme tu as une nouvelle conscience de qui tu es. Avant, moi, je savais que j'impactais sur les artistes. Mais hors artiste, je ne me disais pas que j'avais un impact. Et à ce moment, tu te dis, OK, j'ai un impact qui n'est plus que sur les artistes, qui est beaucoup plus large. Yeah. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire plus d'efforts de comment je m'exprime, comment je me présente. J'ai commencé à faire un effort sur le maquillage. Ça a l'air bête, mais c'est pas que je refusais de me maquiller. D'ailleurs, la personne qui m'a appris à faire le maquillage était étonnée que j'ai les accessoires. Yeah. Sauf que j'avais pas le temps. C'est-à-dire que c'était pas ma priorité d'apprendre à me maquiller mieux. J'achetais toujours tout, je laissais là, je me disais, j'aurai un temps pour ça. Pour moi, le plus important, c'était de faire mes livres, mes trucs, etc. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que se maquiller et bien me présenter, c'était un effort à faire pour les gens qui me suivent. Et aussi, j'ai suivi le documentaire de Michelle Obama qui disait qu'elle s'habillait, enfin, elle venait, elle parlait des choses sérieuses aux gens et les gens, ils s'en foutaient. Ils se préoccupaient de sa robe et elle s'est dit, OK, quand vous vous préoccupez de ma robe, des trucs, je vais miser sur ça, comme ça, vous allez m'écouter. Et donc, elle a accepté, elle aussi, de faire un effort sur le vestimentaire, sur le maquillage pour avoir plus d'impact. Et ça m'a parlé, je me suis dit, OK. Pour moi, c'était pas important avant, maintenant je veux faire un effort. Donc, j'ai accepté de faire tous ces petits efforts pour les gens qui me suivent, pour les gens qui ont besoin que je leur donne une image qui les rassure et qui les pousse. Et j'essaye de montrer qui je suis, non pas comme les gens veulent, mais comme je suis pour impacter. Et plusieurs fois, on m'a dit, mais vous êtes dans la musique, vous pouvez pas. Comment ça se fait que vous êtes chrétienne? Et il y en a même qui disent que je suis une fausse chrétienne. Ça, je l'ai déjà eu, hein, une fausse chrétienne comme ça. Hein, et est-ce que ça me touche? Non, ça me touche pas parce que je sais que je suis chrétienne. C'est-à-dire que, comme j'ai dit au début, je suis rebelle. Donc ça veut dire que si je sais que je suis chrétienne, personne d'autre ne peut venir me faire croire que je ne suis pas chrétienne. Si je sais que Dieu m'aime, personne ne peut venir le matin me dire que Dieu ne t'aime pas, tu vois. Et donc, si je sais tout ça, je l'impacte aux gens. Je leur dis, sachez que Dieu vous aime. Vous avez tous une mission. À un moment, il faut comprendre pourquoi vous êtes. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur Terre, c'est un problème. Il y a des gens qui me disent, je t'adore, tu es mon idole. Je dis, non, c'est pas possible, je ne peux pas être ton idole. Ton idole, ça doit être Jésus. Tu vois? C'est-à-dire que moi, j'essaie de faire comprendre. Pour moi, l'impact, il est là. Les gens disent, oui, est-ce que tu peux nous impacter? Je dis, moi, je ne peux rien faire pour ta vie. Par contre, Jésus peut faire quelque chose pour toi. Je ne le dis pas tout le temps dans les pauses, je ne le dis pas, mais je le dis tout le temps en inbox. Les gens qui me disent, oh, j'ai besoin de toi, si tu ne m'aides pas, je vais pas. Je dis, tu as besoin de Dieu. Si tu as Dieu, Dieu va t'aider. Donc pour moi, c'est comme ça que tu perçois l'influence. Que je perçois l'influence et que je l'utilise. D'accord. Bon, dans le contexte de la musique, parce que c'est ta sphère d'activité, c'est ton domaine aujourd'hui d'influence, quelle est ta lecture de la musique locale, la musique gabonaise? C'est vrai que tu as travaillé en dehors du Gabon aussi, et tu travailles bien au-delà du Gabon dans l'Afrique. Quelle est ta lecture de la musique et où est-ce que tu vois la musique, ou tout le moins le domaine de la musique, dans les 5, les 10 prochaines années au Gabon? Bon, au Gabon, une chose est certaine, c'est qu'on a toujours une belle créativité. Pour moi, le problème, c'est la structuration. On est arrivé à un niveau où on ne peut pas aller plus loin, où on ne peut pas faire mieux si les acteurs ne sont pas structurés à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a de la créativité, on a des artistes de talent. Hein. On en a plein. Tris, Rodzeng, BGMFK, Boudi. There's a lot of people. D'accord. Mais ces personnes ne pourront pas aller beaucoup plus loin s'il n'y a pas leur propre structuration et s'il n'y a pas une structuration étatique et de tout le business. Sinon, pour moi, on va stagner. Et pour moi, c'est ça le truc. Et du coup, je travaille où j'essaie de tout faire pour apporter, moi, ma pierre à l'édifice pour organiser. Peut-être pas pour produire, mais pour organiser, d'où le livre que j'ai écrit, d'où l'école que j'ai mis en place. D'accord. Bon, le livre, je l'ai là, Guide d'initiation au management artistique en musique urbaine en Afrique. Donc, ce livre, quand tu l'as écrit, quel était le besoin que tu voulais combler? Que tu avais identifié? Celui du manque d'organisation. D'accord. Pour moi, en Afrique, il n'y a pas un problème de créativité.
Les Africains sont talentueux dans tous les sens, dans la merde et dans les bonnes choses. C'est-à-dire que c'est un peu brut ce que je dis, mais moi je suis aussi quelqu'un comme ça, je suis assez brutale dans ma manière de m'exprimer. Les Africains sont très créatifs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une organisation. Alors que si on organise et qu'on structure comme l'Occident, comme les États-Unis, vous savez que Lollipop de Lil Wayne, c'était quoi? C'était une chanson à la base, entre griffes, sur une sucette. Enfin, sens premier. Au sens secondaire, c'est autre chose. Mais c'est quand même sur une sucette. On en a fait un hit, est devenu star. C'est pas parce que lui, il n'est pas créatif, c'est parce que derrière, il y a une machine qui se dit à partir d'une sucette, on peut faire quelque chose. D'accord. Cardi B, c'est la même chose. Il y a des sujets que, bon, Cardi B parle de quoi parfois. Sauf qu'il y a toute une machine derrière qui sait qu'à partir d'un produit, on peut toucher un public. Et ce public peut acheter ce produit-là. D'accord. Et c'est là où on en est. C'est pas, est-ce que les artistes gabonais sont plus sérieux ou pas? C'est pas ça le problème. Vous savez, Créole peut insulter les gens du matin au soir. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui se dit derrière les insultes de Créole, on peut générer des revenus. C'est ça tout le problème. C'est-à-dire que moi, si j'étais le genre à pouvoir travailler avec une personne comme Créole, j'aurais pris Créole, j'aurais pris ses insultes et j'en aurais fait quelque chose de commercial, comme Booba et ses clashs. Sauf que moi, travailler avec Créole, c'est pas mon genre. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est pas qu'elle n'a pas de talent, c'est juste que là, en fonction de moi, ma conception chrétienne, je ne peux pas rentrer dedans. Mais si quelqu'un est culotté, il prendrait toutes les insultes de Créole, tous les clashs de Créole sur les lives, on ferait une source de revenus et je te jure que ça sortirait de l'argent. D'accord. Bon, la difficulté, si tu veux, pour moi, j'ai bien compris ce que tu dis, mais la difficulté pour moi, c'est l'organisation à laquelle tu fais référence, qui est dans le contexte management. Au-delà de l'artiste, tu as parlé de l'État. Okay. Qu'est-ce qui, selon toi, devrait être mis en place au niveau de l'État, en tout cas localement au Gabon, pour permettre justement que les artistes vivent de leur art, évoluent mieux? Parce que, au-delà du fait, si tu veux, qu'il faut être doué, qu'il faut être talentueux, qu'il faut avoir une organisation propre, il y a le fait que si le système, le sentiment qu'on a, si le système n'est pas favorable à l'évolution de la créativité ou de la musique, okay, il y aura toujours une fuite vers l'extérieur. Les gens voudront aller se faire produire ailleurs, voudront aller réussir ailleurs. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, devrait être mis en place au niveau de l'État? Pour moi, et je le répète, c'est qu'on puisse avoir le statut d'artiste. Parce que comme l'a si bien expliqué Baponga, le statut d'artiste, en fait, c'est notre acte de naissance dans cette société. C'est comme si, en fait, on est dans une société où on n'a pas d'acte de naissance. C'est-à-dire que l'acte de naissance te reconnaît, toi, Magali Oura, né à tel moment, à tel endroit, ton père c'est X, ta mère c'est Y, etc. Et à partir de cet acte de naissance, tu as droit à un passeport, à une pièce d'identité, tu as droit à la CNMGS en fonction de ton statut, tu es reconnu comme Gabonais, etc. Alors qu'on n'a aucun acte de naissance. Et pour moi, c'est là tout le problème. Ça va pas, le statut d'artiste ne va pas régler les problèmes, mais ça va commencer à régler les problèmes. Certains pensent que c'est le droit d'auteur, mais non. Le droit d'auteur, c'est un angle du problème. Parce que le droit d'auteur, c'est le fait que je suis diffusé ou je fais une représentation et tout le monde doit quand même payer le fait qu'il consomme. Tu vois? Donc ça, c'est un pan. Mais le fait que moi, en tant qu'artiste, j'existe en tant que métier, ça existe où? Nulle part. La conséquence aussi, parce qu'on n'a pas d'acte de naissance, c'est que même si je vais, par exemple, me reconnaître ma société, dans les secteurs réglementés par l'État, il n'y a pas la culture, il n'y a pas l'art. Parce qu'en fait, on n'existe pas. Donc, nous, on est informel, non pas parce qu'on le veut, mais parce que l'État n'a rien mis en place pour ne pas nous rendre informels. Tu vois? Et donc, le statut d'artiste, pour moi, c'est un acte de naissance qui va nous permettre d'être formels. À partir de là, il y a d'autres sections qui vont s'ajouter, mais on ne peut pas parler de droit d'auteur, d'application de tout ça, s'il n'y a pas d'acte de naissance. En plus du livre sur le management artistique, le guide d'initiation au management artistique, tu as aujourd'hui fondé Emma. Oui, j'ai cofondé. Cofondé Emma, qui est la première école africaine en ligne des métiers de la musique. Comment en es-tu arrivé là? Surtout que tu nous as donné ta ligne de départ, ton commencement. Aujourd'hui, tu es cofondatrice d'une école, une académie en ligne liée à la musique. Quelle est la vision de l'académie, courtement, et comment toi tu as réussi aujourd'hui à atteindre
avoir ce niveau d'influence? Il y a un moment où tu te dis, comme je l'ai raconté, tu sais que ça c'est ton job et tu ne mesures pas l'impact. Okay. Par contre, il y a un moment où tu mesures que tu as un impact. Et c'est à ce moment où tu te dis, si j'ai un impact, qu'est-ce que je fais de cet impact-là? Moi, courtement, j'ai compris mon impact le jour où le rappeur Suspect 95 est arrivé à minuit chez moi pour acheter mon livre, alors que je voyageais le lendemain à 6 h. Et là, tu te dis, si un rappeur comme Suspect 95, 1 million de followers, quitte de chez lui pour venir chez moi pour prendre mon livre, c'est que j'ai un impact. C'est vrai que j'ai prié pour lui, mais j'ai mesuré l'impact. Et je me suis dit, j'utilise mon impact comment? Et pendant que je suis dans la réflexion, le Covid arrive. On rentre tous dans le confinement, l'utilisation du digital double. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais de cette opportunité? Et à ce moment, je me dis, bon, les gens, ils voulaient tout le temps que fasse des ateliers. Je ne peux pas faire des ateliers. Allez, pourquoi pas une école? Et là, je me mets à réfléchir avec mon associé, qu'est-ce qu'on peut faire? On réfléchit sur tous les angles, comment on le fait, où est-ce qu'on le fait, quels sont les outils. On découvre qu'il y a Google Classroom, on voit un peu toutes les fonctionnalités de Google Classroom, les devoirs qu'on peut faire, les programmations. On peut prendre les élèves finalement de tous les pays, mettre des horaires. Et c'est comme ça, en fait, à la différence du guide, le guide a pris beaucoup plus de temps pour l'écriture, alors que Emma, ça s'est très vite mis en place. C'est-à-dire qu'on y a pensé un mois, le mois suivant, on était déjà en train de mettre en place Emma. Et donc, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est d'enseigner, de donner les outils à tous ceux qui veulent rentrer dedans. Et surtout, de leur faire comprendre ce qu'on fait, ce n'est pas un hobby, c'est un vrai travail. Le vrai problème, c'est que beaucoup de gens, que ce soit managers, artistes, se sont dit, on le fait ça à côté. Même moi, au départ, je l'avais pris pour le faire à côté. Et c'est là d'où part l'erreur. Dès que tu te dis quelque chose, c'est à côté, il ne prend pas l'importance qu'il doit avoir. Mais quand tu te dis que ce n'est pas un à côté, c'est ton travail, tu t'y investis. À ce moment, il devient ton travail. Moi, je gagne ma vie juste avec ça. Je travaille dans aucun ministère, dans aucune société privée au Gabon. Je ne travaille que dans les activités de musique pour des sociétés qui ne font que dans ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'ai arrêté de me dire que c'est un hobby, c'est un vrai travail. Donc l'idée de Emma, c'est ça. C'est faire comprendre aux gens que ce n'est pas un hobby. Et ça va beaucoup plus loin. Parce qu'on a fait une classe de test qui a commencé en septembre. On leur a donné des devoirs. On leur a dit, par exemple, faites-nous une dissertation sur la nature artistique de Fela Kuti, de Youssou N'Dour, de Akindele. Et là, les élèves se sont rendus compte qu'en fait, on n'est pas dans la blague, on est vraiment dans un vrai travail. Et ils ont fait des dissertations, ils se sont rendus compte qu'on peut disserter sur des artistes, on peut disserter sur leur univers, etc. Et même eux, ça leur a ouvert des pop-up qu'ils ne réalisaient pas. Et c'est ça aussi le but, c'est de faire réaliser que culture, art, c'est emploi, mais c'est aussi science. D'accord, super. D'accord, culture, art, c'est emploi, mais c'est aussi science. Puisqu'on va sur cette note pour parler de la science, quels sont les conseils pratiques ou quelle est la science, même si tu ne rentres pas dans les détails, quelle est la science ou quels sont les conseils, de mon point de vue, qui peuvent être appliqués à tout individu qui voudrait au final faire comme toi ou avoir l'impact que tu as dans le domaine musical, particulièrement ici au Gabon? Je ne sais pas si je pourrais avoir des termes, mais moi, ce que je sais déjà, c'est que pour réussir dedans, j'ai dû être disciplinée et organisée. D'accord. Parce que si les autres ne sont pas organisés, il faut que toi-même, tu le sois. Et c'est déjà le premier challenge, c'est de te maintenir organisé dans un univers qui n'est pas organisé. Après, bien sûr, c'est la passion. Il faut croire en ce en quoi on s'investit. Sachant que dès le départ, ça ne va pas générer les revenus attendus. Moi, j'ai pu commencer à générer les revenus seulement après 10 ans. C'est après 10 ans que j'ai commencé à me faire payer les 300. Et je dis bien 300 000. C'est à ce moment-là. C'est-à-dire, durant 10 ans, j'ai juste fait carnet d'adresse. Je me faisais payer pour des montants. Je comprends, très faible. Vraiment très faible, tu vois. Aujourd'hui, voilà, je me fais payer en 6 chiffres. Okay, mais les 6 chiffres, je n'ai pas pu les faire dès que j'ai commencé. Il a fallu que je me construise un carnet d'adresses, que je me fasse connaître, que je montre que je suis organisée, que je montre ma valeur déjà. Et ensuite que j'y crois. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui rentrent dedans, dès qu'il y a une difficulté, ils n'y croient plus. Donc moi, c'est ce que je dirais à toute personne qui rentrerait dedans. Est-ce que tu y crois toi-même déjà? Est-ce que tu as l'intention d'être organisé, discipliné? Est-ce que tu as l'intention de réaliser qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher dès le départ et que tu vas te prendre des coups et des coups? Et que aussi tu travailles avec des individus qui sont changeants, parce que les artistes sont des personnes qui sont très changeantes.
Aujourd'hui, tu es son Dieu, demain, tu ne le seras pas. Et donc, il y a cette réalité-là. Et si, quand même, après ça, tu veux y rester, ah, vas-y. Il y a des gens qui réussissent, il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Ce n'est pas fait pour tout le monde, le travail dans la musique. C'est comme le sport. Tout à fait. Merci beaucoup, Magali. Vraiment, je te remercie plusieurs fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir accepté de t'ouvrir et de nous faire rentrer dans ton univers et dans ton monde. Et d'avoir osé, étant une introvertie, partager pas juste les bons côtés, tu vois, de ce que tu fais, mais aussi les moments difficiles. Et donc, hâte pour la suite. Dernier mot, peut-être, il y a eu, dis-moi, tu es manager, aujourd'hui tu as écrit un guide, tu as écrit un livre, il y a Emma aujourd'hui. Qu'est-ce que Magali Wora nous réserve pour la suite? Ah, a lot of things. Mon prochain challenge, je veux le dire, parce qu'il est déjà en cours, c'est d'ouvrir une... je rigole déjà parce qu'on ne s'y attend pas. C'est d'ouvrir en fait une fondation, une association pour venir en aide aux malades mentaux. D'accord. Tu vois, ça n'a rien d'artistique, mais c'est plus social. Parce que c'est vrai que les gens disent oui, tu te penches sur rien, mais en fait, je ne vais pas me pencher sur le social parce que tout le monde veut que je me penche sur le social. Ok. Et si on va sur le social, tout le monde va déjà aider les orphelins, les veuves, mais très peu de gens pensent aux malades mentaux, à ceux qui sont dans la rue et tout ça. Alors qu'en fait, ce sont des personnes très, très, très fragilisées par la société. Et donc, l'idée pour moi, c'est pas de venir et faire une fondation où on va juste dire c'est des malades mentaux, etc. Mais c'est d'aller vers le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'il y a très peu de traitements abordables pour les malades mentaux. Les médicaments pour traiter les malades mentaux sont excessivement chers. Et ça dépend aussi des pays, mais ils ne sont pas abordables comme tout le monde. Et donc l'idée pour nous de fonder, de faire cette fondation, c'est de travailler à soit réunir les fonds pour subventionner les médicaments, et donc les faire parvenir dans les hôpitaux ou dans les établissements qui traitent les malades mentaux, et que ces personnes, au lieu de payer un médicament à 5 000, ils le payent à 1 000 francs, par exemple. Et aussi, il y a des structures qui accueillent les malades mentaux sans être forcément des établissements médicaux, mais qui réapprennent aux malades mentaux à refonctionner, etc. Et donc, beaucoup d'artistes sont touchés par la maladie mentale, schizophrénie, bipolaire, dépression, etc. Et donc, moi, ça m'a tenu à cœur de me dire, mais finalement, comment on aide cette marge de la société qui est marginalisée? Quand vous êtes malade mental, en fait, on refuse de vous donner un job, parce qu'on parle du principe que vous allez perdre votre tête à n'importe quel moment. Et donc, en réalité, ils sont extrêmement fragilisés. Et donc, la fondation, on est en train de travailler, ce sera certainement effectif l'année prochaine, mais en tout cas début de l'année prochaine. La fondation, c'est pour apporter de l'aide subventionnée pour les médicaments, pour aider les malades mentaux à avoir un meilleur traitement, un meilleur accès aux médicaments en Afrique. Et donc, pour moi, je finis avec ça parce que pour moi, il ne suffit pas juste d'être influenceuse ou influenceur, mode, etc. Et les gens vous disent « t'es belle, t'es belle ». Ok, on fait quoi avec t'es belle? On fait quoi avec t'es bien habillée? On fait rien avec. Par contre, si tu es belle, tes trucs, et que tu peux, par ton influence, collecter des fonds et apporter de l'aide aux gens, comme les malades mentaux, ou être un vecteur d'organisation et d'éducation pour les artistes, ça c'est important. Et donc moi je finis là en disant, on n'est pas vraiment venu sur Terre pour se balader, on est venu pour impacter, et donc il faut choisir qui on décide d'impacter. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse pour la suite. Amen. Et on se revoit très vite. Toi tu brilles, mon frère, toi tu brilles. Ma sœur, toi tu brilles, personne ne peut te stopper, personne ne peut te bloquer, rien ne doit te choquer, tu es le fils d'un roi.